Bonjour, voici un extrait du roman de Nathalie Le Cygne, Je ne suis pas d'ici. Une plongée glaçante dans le noir. Prologue. Pauline. J'entends ses pas lourds dans l'escalier. Elle arrive. C'est l'heure d'ouvrir la porte et la trappe. C'est aussi l'heure d'allumer les bougies. Elle introduit la clé dans la serrure. Mon cœur s'emballe. C'est idiot, je sais. Ce rituel se répète depuis longtemps. Pourtant, je ressens toujours une pointe d'excitation lorsque Denise me rejoint. C'est fugace. Un brin d'émotion qui me rappelle que je suis encore en vie. Un mélange d'espoir et de peur. Hélas, l'effet s'estompe dès que je plonge mon regard dans le sien. Dans ses yeux, c'est simple, il n'y a rien. Dans son cœur non plus. Denise a changé, décliné. Avant, je l'avoue, je m'interrogeais, j'espérais. Aujourd'hui, je peux l'affirmer. Il n'y a pas plus taré que Denise Moulin. Les mois défilent, et cette cinglée semble de plus en plus perdue. Les rares fois où elle parle, c'est à elle-même. Des trucs incompréhensibles. Elle secoue la tête par moments, de gauche à droite, comme si une mouche tentait de se poser sur son front. Il y a 2 jours, elle a observé ses doigts un instant, puis s'est mise à grelotter, prise de panique. Elle est remontée en hurlant et m'a laissé dans le noir. Elle gémissait au sujet de l'état de sa peau. J'avais l'impression qu'elle ne se souvenait de rien. J'ai entendu l'autre lui gueuler dessus. Peut-être qu'il lui a flanqué une gifle, je n'en sais rien, ou qu'il l'a secouée. En tout cas, Denise est revenue à elle, puisqu'elle est redescendue à peine 5 minutes après. Je me demande ce qu'il adviendra lorsque sa folie se hissera au sommet. Est-ce qu'il y en a un, d'ailleurs, de sommet? Je n'en peux plus de cette musique ridicule qui tourne en boucle. Denise l'adore. Moi, pas du tout. Je ne m'en plains pas, et je n'en ai pas le droit de toute manière. Et puis, Denise est de meilleure humeur grâce à cette chanson. Son visage de sorcière s'adoucit, enfin, je crois. La poignée bouge, la porte pivote. La lueur de sa lampe à pétrole inonde la pièce et m'éblouit une seconde. Cette flamme est mon lever de soleil à moi. Je mesure le temps qui passe grâce à elle. Je n'ai pas commencé à compter tout de suite. Au début, j'ai cru que Denise me libérerait. Je n'ai compris qu'après plusieurs jours ou semaines, je ne m'en souviens plus bien, que cette femme s'était jouée de moi, de nous, qu'elle avait bluffé tout le monde. Denise Moulin était adorable, une dame que j'appréciais, qui me redonnait le sourire lorsqu'elle venait chez papy et mamie. C'est pour ça que j'ai mis un moment à saisir l'horreur de ma situation. Il faut croire que j'étais une ado un peu trop naïve, un peu trop conne, révoltée, en colère contre mon père et ma mère qui n'en avaient rien à foutre de moi. C'est pour ça que j'ai suivi Denise, pour faire chier le monde. Quand j'y songe, je m'en veux. Je regrette. Je voudrais les revoir, tous. Tout recommencer. J'étais stupide, si j'avais su. Je voudrais revenir en arrière, lui dire d'aller se faire foutre, rester chez mes grands-parents, comme j'étais censée le faire. Obéir. Pas râler. Arrêter d'essayer de punir mes parents. Je prie pour qu'ils me cherchent et me trouvent. Je veux qu'ils viennent. Tellement. Après tout ce temps, j'y crois de moins en moins. Les larmes germent au coin de mes yeux. Elle dépose la lampe sur la table de chevet, puis fait craquer une allumette qu'elle vient de sortir de la boîte stockée dans la poche de son gilet pelucheux et détendu. La mèche de la première bougie s'embrase, révélant son teint blafard. Sa peau dégoûtante, ses lèvres si fines qu'on les distingue à peine. Elle semble avoir 100 ans. Je sais bien que non. Denise s'assied sur la chaise. Sa méchanceté dévore et froisse sa figure. Elle est laide, elle pue, elle tremble. Lorsqu'elle braque son regard sur moi, je me ratatine sur le lit. Elle me cloue sur place davantage que le manque de nourriture et d'eau. Mes faibles forces m'abandonnent et mes boyaux se tordent. Ses doigts ressemblent à des pattes d'araignée qui s'entrecroisent sur ses cuisses. Je comprends qu'elle en ait peur. Elle ne dit rien, jamais. J'inspire des bouffées de l'air qu'elle intoxique par sa seule présence. S'y ajoute l'humidité et les relents provenant du seau en métal dans lequel je dois faire mes besoins. C'est pour ça que Denise ouvre la porte et la trappe, pour qu'un filet d'air s'insinue dans la cave et dans la pièce, pour récupérer le récipient et le vider. Ou, je l'ignore, je m'en fiche. De toute façon, ça ne suffit pas. La crasse recouvre les murs, le sol et les draps dans lesquels je végète. Denise me fait la toilette une fois par semaine. Ces jours-là, je me lève et me déshabille, tandis qu'elle dépose le bac rempli d'eau glacée, une éponge flottant à la surface.
J'ai la tête qui tourne et l'impression de mesurer 2 mètres. Ma vie n'est plus qu'horizontale. Pour éviter que je m'étale sur le parquet, Denise m'agrippe le poignet avec sa main gauche et me récure à l'aide de l'éponge qu'elle tient dans la droite. Je déteste ces instants-là parce qu'ils soulignent ma vulnérabilité. Je suis une moins que rien. Je ne pèse pas plus lourd qu'un chaton. Je suis répugnante et faible. Trop faible. La prochaine toilette aura lieu dans 2 jours. Mes pensées sont interrompues par les nouveaux pas qui résonnent. J'espérais qu'il oublie, qu'il renonce. L'autre est un monstre. J'implore Denise du regard. Le sien oblique vers le seau, comme chaque fois qu'il me rend visite dans cet enfer que la vieille folle a nommé chambre à coucher. Elle se lève péniblement, attrape l'anse et s'éloigne d'un pas traînant. Alors qu'elle disparaît dans l'embrasure et s'évanouit dans la pénombre, une nouvelle silhouette se dessine. Je me mords les joues et retiens ma respiration. J'entends la trappe qui retombe. Denise l'a refermée le temps des festivités. Il s'assied sur le matelas, au bout du lit, et moi, d'instinct, je replie mes jambes. Ses mains glissent sur ma peau pour se faufiler sous la chemise de nuit. Le dégoût incendie m'a traché. Je détourne le visage et fixe les traits sur le mur. Je les compte. 32 semaines. Chapitre 1. Marie. Les paupières de Marie papillonnent. Allongée sur le flanc, la fillette décortique sa mémoire, les yeux braqués sur les constellations que dessine la moisissure, son angoisse encore tamisée par les derniers rêves. Plus pour longtemps. Dès que les premiers bruits s'échappent, que les premières odeurs titillent ses narines, le réel s'engouffre dans son crâne. La déception commence à poindre. Le printemps va l'aider, c'est sûr. Les jours sont plus chauds, plus longs et plus colorés. Les oiseaux chantent plus fort et plus tôt. D'ailleurs, Marie les entend alors que le soleil n'est levé que depuis peu. Vite, faut se lever. La fillette se redresse et pose les pieds sur le parquet frais. Les particules de poussière s'agitent en plein cœur des rayons qui se glissent dans la chambre. La lumière accroche les taches sombres et les déforme. Ils vont se lever. Dépêche-toi. La maison craque, signe que quelqu'un s'active à l'intérieur. C'est le moment d'y aller. Marie se met debout, enlève son pyjama étriqué, le plie avec soin, le dépose dans le placard et s'empare de la robe d'hiver que lui a achetée Georges. Celle d'été pend sur le second cintre. Marie hésite à changer, puis se ravise. La seconde serait bien trop légère par ces températures, surtout le matin. Après avoir enfilé le vêtement, Marie attrape son unique paire de chaussettes, tellement élimée qu'elle finira bientôt à la poubelle. Ses orteils étirent la maille au point de la déchirer par endroits. J'ai hâte qu'il fasse chaud. La poignée couine lorsque la fillette ouvre la porte de la chambre. Elle avance à pas feutrés sur le palier. Personne. Elle souffle, tourne à gauche, dévale l'escalier et chausse les bottes en cuir beaucoup trop grandes. Elle sort en prenant soin de bien refermer derrière elle. Marie a pris une rousse l'autre jour parce qu'elle avait oublié. Sa peau était en feu. Elle a bien cru que Georges allait lui décrocher la mâchoire. L'odeur de la rosée sur l'herbe et sur la terre la surprend. L'air de la maison, vicié, est écœurant. Il lui donne envie de vomir. Dehors, c'est mieux. Son regard vadrouille, puis se pose sur les bourgeons qui se développent. C'est bon signe. Les arbres seront bientôt magnifiques. Elle admire le ciel que le brouillard libère et lève les bras pour étirer ses muscles. Le tissu de sa robe craque de plus belle sous ses aisselles. Marie grandit vite. C'est ce qu'elle croit en tout cas. Elle ignore si sa taille est normale pour une fillette de 8 ans, puisqu'il lui est impossible de se comparer à d'autres enfants de son âge. À cette pensée, la gamine se rembrunit. Songer à ceux qu'elle ne verra jamais lui comprime l'estomac. Marie rêve de l'école depuis que Louis la lui a raconté. S'éclipser chaque matin, apprendre à lire et à écrire, à compter aussi. Si elle pouvait au moins se balader, vadrouiller dans la forêt. Marre de cette maudite baraque. Toute son existence tourne autour de la ferme, une vie peuplée d'inconnus. Louis et Georges partent parfois. Ils montent à bord de la voiture et disparaissent. Marie ne sait pas où ils vont ou ce qu'ils font. Ils se contentent de l'attacher au barreau du lit jusqu'à leur retour. Louis invoque la prudence. Marie n'insiste pas, trop peur de prendre une gifle ou un coup de pied. Lorsqu'ils doivent quitter la maison, la fillette, docile, tend les poignets autour desquels Georges nous l'accorde. Elle patiente ensuite en observant les traces murales qui se métamorphosent au gré de ses pensées. Gros donne un coup de sabot dans le bois.
Marie file vers l'écurie, située à droite de la demeure. Le percheron s'exaspère, exige sa part de câlins et de foin. Heureusement qu'il y a les bêtes. La ration de bonheur de Marie. Les animaux écoutent la petite sans broncher. Ils ne crient pas, ne la cognent pas. Enfin, il faut tout de même faire attention. La dernière fois, en déposant le fourrage dans l'abri de Fripon, Marie est tombée dans la paille, évitant de justesse les sabots du cheval. Sa jambe n'est pas passée loin. Elle s'est relevée, tremblante de peur. Le cheval n'avait pas fait exprès, bien sûr. Gourmand, mais pas méchant. Pas comme Georges. Il va arriver vite. Marie coulisse le loquet. D'un coup de naseau, Gros pousse le battant haut. Sa tête franchit l'ouverture. La fillette sourit, glisse sa main sous la crinière et lui tapote l'encolure. Gros et beau, tout noir, énorme. Georges et Louis n'ont donné aucun nom aux animaux. Marie, quant à elle, les a tous baptisés. Le second cheval, moins grand et moins dodu que Gros, s'appelle Fripon parce qu'il a une fâcheuse tendance à mordre, à pincer avec ses dents géantes dès qu'on lui nettoie les pieds ou qu'on le brosse. C'est Louis qui le monte. Louis est plus grand que Marie. Il a 12 ans. Elle voudrait bien vérifier, mais elle est convaincue qu'il existe quelque part des frères gentils. Du haut de ses 12 ans, Louis a à la main leste et le regard mauvais. Le garçon ne cesse d'imiter leur père. Marie souhaiterait que Louis pense par lui-même, qu'il comprenne que Georges n'est pas quelqu'un de bien. C'est simple, dès que Georges entre dans la même pièce qu'elle, l'angoisse bombarde sa peau d'épines gelées. Le regard de cette brute la révulse, la blesse. 2 lames à la place des yeux. Louis est le seul à appeler cet homme papa. Marie n'en a pas l'autorisation. Georges ne l'aime pas, c'est évident. S'il savait à quel point la fillette le déteste. Georges et Louis font la paire, comme ces vieilles chaussettes déglinguées. La gauche, la plus sale et la plus abîmée, c'est Georges. La droite, c'est Louis. Moins moche, moins usé. Il faut bien l'avouer, Louis est parfois presque mignon. Lorsque Georges s'absente, le garçon se radoucit, plus souriant, plus calme. Pas de quoi l'aimer pour autant, moins le détester peut-être. Les chevaux font un boucan infernal. Elle se précipite vers la grange attenante et agrippe les manches de la brouette qu'elle fait rouler jusqu'au tas de foin, à une dizaine de pas. Elle la pose, puis attrape la fourche. C'est lourd. Le foin est haut et ses gestes sont malhabiles. Elle doit se dépêcher, sinon Georges va encore s'emporter. Les pics de l'outil se plantent dans la botte. Marie tire de toutes ses forces jusqu'à ce que les brins de paille tombent enfin dans la brouette. Ça ira. Marie lâche la fourche, reprend les manches et cavale jusqu'à l'écurie. La machine grince, c'est rageant. Devant l'abri, ses bras fendent l'air pour effrayer Gros qui recule. Hors de question de déverrouiller le bas de la porte. Pas 2 fois la même erreur. Marie est frêle. Elle sait qu'un coup de flanc la ferait voltiger. Elle profite du recul de l'animal pour balancer le foin par le battant haut déjà ouvert. Gros se retourne pour manger et lui présente sa croupe. Marie se hisse sur la pointe des pieds et la lui caresse avant de s'éloigner. La fillette réitère l'opération avec Fripon, qui gobe son foin en quelques secondes. Sans attendre, elle rapporte la brouette dans la grange et se dirige vers l'enclos des poules, entre l'écurie et la maison. C'est l'heure des graines. Marie ouvre le portillon et avance vers le poulailler qu'elle est chargée de refermer tous les soirs. Georges et Louis disent que c'est obligatoire. Ça, des bêtes pourraient dévorer leurs poules durant la nuit. Leur ferme est entourée d'arbres, au milieu d'une immense forêt. La fillette ignore quels animaux rôdent dans les parages. Les volailles gloussent. Quand elle la voit, elle s'agite, lui fonce dessus et picore le cuir de ses bottes. Marie réalise soudain qu'elle a oublié les graines. Paniquée, elle se retourne d'un bond et aperçoit Louis derrière la clôture, le sac de graines à la main. Elle croit voir l'orage gronder dans ses yeux. « T'es vraiment une tête de linotte, ma pauvre fille. » Elle ne répond pas et s'approche, penaude, puis tend la main pour qu'il lui remette les graines. Mais le garçon fait mine de la gifler. Marie sursaute et place ses bras devant le visage. Louis s'esclaffe. « Tiens, imbécile, peu heureuse. »« Mais merci. »« Tu ne t'occupes pas des œufs? T'es trop maladroite, annonce-t-il en tournant les talons. Tu crois que t'es mieux, t'es bête. Marie voudrait lui arracher les cheveux, fourrer ses doigts dans cette masse de nœuds, serrer le poing et secouer sans s'arrêter. Sa cervelle de grenouille tinterait comme le grelot du hochet qu'elle a trouvé au grenier la dernière fois. Louis n'a rien pour lui, sot et laid. Ses yeux minuscules, trop éloignés l'un de l'autre, ressemblent à 2 grains de café.
À l'inverse, ses oreilles font la taille des soucoupes en porcelaine rangées dans le buffet. Son nez, démesuré et parsemé de points noirs, lui rappelle les pommes de terre du potager fraîchement récoltées. Depuis que sa mère est partie, Louis a cessé d'aller à l'école. Georges estime que c'est inutile, qu'il y a bien trop à faire à la ferme. Louis déchiffre à peine quelques mots, écrit de travers et ne compte pas au-delà de ses 10 doigts. Ça, même elle peut le faire. En observant les deux crétins, elle a fini par comprendre et retenir les noms des nombres. Le garçon se prend pour un homme, mais il ne sait pas grand-chose. Louis ne vaut pas mieux que Marie. Surtout, il est coincé là, avec Georges, comme elle, tous les trois dans ces fichus bois. Marie fait demi-tour et répand les graines. Les poules se ruent sur la nourriture en caquetant, se piquent l'une et l'autre pour dénicher les meilleurs morceaux. La fillette peut repartir. Une fois l'enclos fermé, elle file vers le ruisseau qui coule de l'autre côté, à gauche de la maison. Elle grelotte, de froid, mais surtout de colère. Ses dents claquent. Des nuages blancs franchissent ses lèvres. L'herbe est toujours mouillée. L'eau fonce et suit sa route dans un clapotis apaisant. Plus haut, les moineaux pépient avec entrain. La fillette se demande si la musique ressemble à ces jolis sons. Lui en a parlé une fois, mais elle n'en a jamais écouté. La musique est sur sa longue liste des inconnus. De bois, coincé entre deux grosses pierres, attire son attention. La branche gêne la course de l'eau qui le contourne, passe par-dessus ou en dessous, jamais ne s'arrête. Le bâton vibre de plus en plus, jusqu'à bouger carrément. Une fois, deux fois. Il se soulève enfin et bascule. L'eau l'a libéré. Les yeux de Marie ne le quittent plus. Le bâton s'éloigne puis disparaît pour de bon. Elle se demande jusqu'où il ira. Jusqu'où elle irait, elle, si elle décidait de longer le ruisseau. Soudain, la voix de Georges, en provenance de la maison, s'élève. Les joues de Marie s'embrasent. Des frissons dévalent sa colonne vertébrale. La porte de la bâtisse s'ouvre et cogne le mur avec fracas. Georges apparaît, rouge de rage. Marie, viens là! Qu'est-ce que j'ai fait? Son regard se braque de nouveau sur le ruisseau. Son cœur bat fort, sa poitrine se soulève. Les fourmis galopent de sa tête à ses pieds. Si je cours à côté du ruisseau, il y aura peut-être... Ramène-toi! Hurle l'homme de sa voix rauque. Les mains de l'homme se rassemblent et défont la boucle de sa ceinture. Pars, Marie, pars! Cours, suis le ruisseau, ce n'est pas chez toi ici. Ce n'est pas la première fois que sa petite voix intérieure lui murmure ces mots. Pars, va-t'en. Le cuir coulisse et arrache un passant. Le pantalon de Georges glisse sur ses hanches. Sa main droite agrippe la lanière si fort que ses phalanges blanchissent. L'homme avance vers Marie, qui tremble comme un arbrisseau. Elle le dévisage, interdite. Tu crois peut-être que le café se prépare tout seul? Louis apparaît sur le perron pour observer la scène. Sa figure se fend d'un sourire crasseux. Deux monstres. Le premier continue son approche, la respiration sifflante. Il va la tuer. La fillette n'en peut plus de ces pluies de coups. Elle jette une œillade sur le ruisseau. Ses muscles tressautent à chaque inspiration. La peur l'envahit, l'avale tout entière. Plus qu'un pas, elle se fige. Georges lève la main. Le cuir danse sous le soleil avant de claquer sur son bras. Marie s'écroule. Elle pleure en attendant que la tempête se calme. Ce n'est pas chez toi ici. Voilà. Pour la suite, il faudra vous procurer Je ne suis pas d'ici de Nathalie Le Cygne. Un magnifique roman. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.